Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 10 mai et toujours en confinement, mais en voie de déconfinement. Et évidemment, qui dit déconfinement dit questions énormes que les Français se posent devant toujours la peur entretenue des médias. Et donc aujourd'hui, dimanche, j'ai décidé d'inviter le docteur Nicole Delépine et son mari, le docteur Gérard Delépine. Bonjour Nicole et Gérard. Bonjour. Bonjour, c'est Manon, bonjour, merci de nous inviter parce qu'il y a des messages importants à faire passer. Ouais, oui, alors présentez-vous rapidement pour mes auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Écoutez, moi je suis pédiatre cancérologue depuis un demi-siècle quasiment et Gérard donc est chirurgien orthopédiste et statisticien et cancérologue. On a eu le bonheur de travailler ensemble pour essayer de soigner les enfants atteints de cancer, en particulier Gérard leur sauver les jambes et nous avec mon équipe on essayait de leur sauver la vie et bon on a eu effectivement le bonheur d'avoir d'excellents résultats mais de se heurter au milieu qui n'était pas du tout content qu'on applique des protocoles démontrés, efficaces, validés, publiés et qui voulaient absolument déjà, dans les années 85, rentrer absolument les enfants dans les essais thérapeutiques. C'est comme ça que, indépendamment de notre volonté, on est un peu devenu le mouton noir juste parce qu'on voulait guérir des enfants et pas les soumettre comme cobayes, comme ça existait, ce qui ne voulait pas dire un refus total des effets thérapeutiques, mais un refus des essais thérapeutiques dans les situations où il y avait déjà des traitements avérés. Donc, en toute humilité, effectivement, on peut comparer à l'histoire actuelle du professeur Raoult, qui manifestement a un traitement qui marche, puisqu'il y a quand même plus de 58% des médecins au monde qui le soutiennent et qui l'utilisent avec d'excellents résultats. Mais comme effectivement, ça empêche de rentrer les gens dans des essais thérapeutiques avec des drogues d'ailleurs dont on sait déjà qu'elles ne marcheront pas parce qu'elles ont déjà été étudiées en Chine ou aux États-Unis, mais ça ne fait rien, il faut continuer parce qu'effectivement, le projet, c'est de vendre le Remdesivir à 4 500 € la dose et alors que le protocole Raoult coûte 12 €. Comment voulez-vous qu'il fasse effectivement, qu'il ne les fasse pas hurler les bénéficiaires de Big Pharma? C'est quand même très très triste parce que en France, on a sûrement perdu beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas été traités, puis dans des souffrances atroces. Rentrez chez vous, je vous entendais l'autre jour dans une vidéo, effectivement, quel médecin peut imaginer de dire ah vous toussez là, vous allez vous aggraver. Alors rentrez chez vous, toussez tranquillement et vous appellerez quand vous aurez la détresse respiratoire dont on sait qu'un bon nombre ne sortiront pas. C'est hallucinant et ça c'est pour ceux qu'on traitait. Mais en même temps, on a dit qu'il ne faut pas traiter tout le monde parce qu'il n'y aura pas de liste, ce qui était faux, je ne sais pas si on aura le temps de le dire, mais il y a eu des lits vides partout en France et partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a eu exactement la même chose. Il y a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des monceaux de lits vides pendant qu'on dit aux gens vous ne traitez pas, vous allez encombrer les lits qui pourraient servir à d'autres. Donc voilà, donc notre combat il s'illustre complètement dans l'affaire actuelle, c'est toujours la même chose, c'est les médecins, les cliniciens qui ont envie de soigner les gens versus les gens qui veulent faire des essais thérapeutiques au bénéfice de la soi-disant recherche, au bénéfice de Big Pharma, plutôt plus souvent avec ses affiliés qui sont évidemment un certain nombre non seulement de médecins, mais de politiques, évidemment. Voilà. Oui, alors on pourrait penser qu'il part. Ça nous situe. On pourrait penser qu'il part d'un bon sentiment, mais en fait, on s'aperçoit que c'est du pipeau, puisqu'il n'y a aucune de ces études qui ne sort. Aujourd'hui, l'étude Discovery a débuté, je crois, début mars. Là, la pandémie se termine et il n'y a toujours rien. Et c'est quand même une étude européenne. Ensuite, il y a eu, je n'arrive plus à les compter, moi, le nombre d'études qu'il y a. Il n'y a aucune étude. Pendant ce temps-là, avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, le docteur Raoult, il a sauvé des vies. D'autres médecins ont utilisé des macrolides et des C3G, ils ont sauvé des vies et on leur tape dessus. Par contre, on ne tape pas du tout dessus à tous ces gens qui ont voulu faire des études qui ne mènent à rien et qui ont laissé tuer des gens. Ce sont eux qui sont au pouvoir quand même, le comité scientifique évidemment le conseil scientifique de Macron évidemment
bourré de gens avec des conflits d'intérêts avec ces laboratoires. Donc, ce sont les représentants de Big Pharma pour 9 sur 10, pour 9 sur 11, et le 10e étant Raoul qui a démissionné, et le 11e généraliste. Voilà. Donc, vraiment, c'est un vrai souci. Alors, au moment où on parle de déconfinement, moi, je voudrais rappeler quand même, faire le bilan réel des vies gâchées par le confinement, et en particulier rappeler que par rapport aux gens qui n'étaient pas confinés, le confinement a augmenté à la fois le taux d'infection et le taux de mortalité. Alors, je me permets de vous présenter une diapositive qui reflète exactement l'état de l'OMS, ce que l'OMS donne, qui compare un pays qui a confiné à la française, c'est la Belgique, le confinement policier, tout le monde est enfermé chez soi, ensemble, infectés, non infectés. Et puis les Pays-Bas, qui eux n'ont à peu près rien fait. Ils se sont contentés de fermer les lieux de promiscuité et de demander à leurs citoyens d'être responsables, c'est-à-dire de s'isoler spontanément chez eux lorsqu'ils étaient malades. Et là, on voit que ne rien faire comme aux Pays-Bas, enfin se reposer sur la confiance dans les citoyens, est beaucoup plus efficace sur le risque d'infection que le confinement policier à la française, qui a été réalisé en Belgique. Les courbes, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que l'augmentation du risque d'infection a démarré à peu près 10 à 15 jours après le confinement. Avant le confinement, Belgique et Pays-Bas avaient le même taux ou à peu près les mêmes taux d'infection. Et dès que les Belges ont été confinés, leur taux, dès quelques temps après, 10 jours après à peu près, tant que la mesure fasse effet, on voit le taux d'infection en Belgique augmenter de manière tout à fait significative. Donc ceci montre que le confinement, loin de protéger la population, augmente le taux d'infection dans la population. En plus, c'est des sources OMS, quoi. Ah, c'est les sources OMS, tout le monde peut vérifier cela, il suffit de taper coronavirus, disease, Covid, situation report. Et vous avez toute la liste, là, celle-ci, vous avez donc toutes les dates, vous pouvez vérifier tous les chiffres donnés, sont ceux directement publiés par l'OMS. Alors, non seulement le confinement aveugle à la française policier augmente le risque d'infection, mais également ça augmente la mortalité. Là, vous avez les mortalités, toujours pareil, selon les mêmes sources OMS, l'évolution des mortalités dans les différents pays en fonction de la politique sanitaire suivie. Vous avez la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la France qui ont fait le confinement à la chinoise, totalitaire, policier, brutal, et à côté l'Allemagne qui n'a pas fait de confinement, mais qui a fait une séparation des personnes saines et des personnes infectées ou porteuses de virus. Et vous voyez que l'Allemagne arrive en mai avec 84 morts par million d'habitants, alors qu'à la Belgique arrive à 692 morts par million d'habitants. C'est absolument colossal et absolument désastreux. Donc on peut dire que le confinement est une catastrophe au point de vue infection. Le confinement brutal à la française est une catastrophe en termes d'infection, en termes de mortalité. Donc on ne peut, et là, ça c'est l'ensemble du monde, là maintenant, vous avez les derniers chiffres, donc les résultats au 5 mai 2020. Vous avez d'un côté les gens qui ont fait les méthodes traditionnelles de protection contre l'infection, les méthodes médicales éprouvées qu'on a toujours utilisées dans les grandes épidémies, et qui sont la fermeture des frontières et la mise en quarantaine des seuls infectés, sans embêter la population globale qui doit faire marcher la nation et nourrir les autres. Bon. Et vous avez là, que ce soit Singapour, Taïwan, le Japon et la Corée du Sud, qui, eux, sont à moins de 5 personnes décès, moins de 5 décès Covid par million d'habitants. Vous avez les pays européens qui ont suivi la même stratégie, qui sont l'Allemagne et l'Autriche, qui sont à 82 et 67 morts par million d'habitants. Vous avez les gens qui ont laissé, qui sont reposés, qui n'ont pas pris de mesures, qui n'ont pas fermé leurs frontières, qui ont simplement dit à leur population soyez responsables, et qui sont la Suède et les Pays-Bas, qui sont aux environs un petit peu moins de 300 morts par million d'habitants. Et vous avez en gris la méthode chinoise, le confinement policier à la française, qui lui culmine entre au minimum 400 par million d'habitants et 684 pour la Belgique par million d'habitants. Donc, en voyant ce graphique, on peut se dire le confinement est une catastrophe du point de vue mortalité, et sortir du déconfinement ne peut pas nous ennuyer, mais au contraire ne peut nous apporter que du bien.
Je voudrais ajouter quand même, pour rassurer aussi les populations, c'est que toutes les statistiques qui ont été faites de par le monde montrent bien que on va dire les moins de 50 ans sont quasiment pas atteints. Et plus on descend vers les tout petits, moins on arrive à rien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enfants atteints par le Covid grave. Et je relisais encore cette nuit les analyses des Américains qui précisent bien que quand on vous a trouvé 3 morts par-ci ou un mort par-là chez les enfants, en gros, quand on a pu aller voir les dossiers, c'était des malades qui éventuellement avaient un test positif avec tout ce que on pourra dire éventuellement de la non-fiabilité, mais surtout qu'il y avait une autre pathologie. Par exemple, un mort dans un pays européen, soi-disant monté en exergue et qu'on a vu, et finalement, il y avait une leucémie derrière qui n'avait pas été diagnostiquée antérieurement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il faut que les gens de moins de 50 ans qui n'ont pas de pathologie sous-jacente, évidemment, hein, si on a une leucémie, qu'on est en plein immunodépression, ça peut être différent, encore que ça aussi, ça se discute, mais peu importe. En tout cas, tous les gens qui n'ont pas de pathologie doivent être tranquilles. Il n'y a aucune raison d'avoir une panique pareille quand on a 20 ans ou 30 ans, qu'on ait une panique pareille, alors que statistiquement, manifestement, ce sont les gens de plus de 80 ans qui sont morts le plus, hein, en Italie par exemple, mais aussi en France et dans tous les pays. Et donc, c'est les plus de 80 ans qu'on n'a pas aidé, il faut dire en plus. Donc, il y a sûrement eu beaucoup plus de morts qu'il aurait dû y en avoir, mais quand même, c'est des gens qui devaient mourir dans les années à venir, peut-être pas dans les 6 mois ou pas dans les mois, mais qui avaient, si dans les mois, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup qui avaient des grosses pathologies, hein, hypertension sévère, obésité, diabète, on a tout ça. Bon, ça a été répété, mais ça n'a peut-être pas été répété suffisamment en disant que les autres n'avaient pas de risque. Ce qui d'ailleurs rendrait complètement invraisemblable ce confinement global général de la génération, puisqu'il n'avait pas de risque à ce virus de maladie grave. Donc, ce qu'il lui fallut faire, c'est effectivement bien soigner les malades, quel que soit leur âge, mais en sachant que c'était surtout au-delà de 70 ans qu'on allait vraiment trouver des malades à soigner. Et pour ce faire, on avait largement assez de solutions de traitement, ne serait-ce que celui du professeur Raoult ou celui des médecins alsaciens ou lorrains qui ont manifestement eu aussi des traitements efficaces, et peu de réanimation théoriquement si on les traite en tout début. Donc vraiment, on n'aurait jamais dû avoir ce cinéma-là, mais bon, ça, on y reviendra. Pourquoi tout ce cinéma ? Alors, ce que je voudrais, c'est quand même donner une notion d'optimisme. Là, c'est la courbe d'OMS d'hier, hein, donc du 6 mai. Et vous voyez, là, sur l'Europe étant orange. Hein. Et donc, en Europe et dans les régions orientales de la Méditerranée, l'épidémie est sur le déclin. Donc, vous avez la courbe que j'ai rajoutée simplement en vert. Vous voyez qu'on est franchement sur la deuxième phase de la cloche, ce qu'avait d'ailleurs prévu Raoult. Hein. Mais ça se vérifie, c'est plus du tout une prévision. Ça, c'est les chiffres observés par l'OMS. Donc, rassurons la population, l'épidémie est sur son déclin. Ça se voit dans les différents pays, puisque là, c'était l'Europe globale. Là, on voit les pays en question. Alors là, on voit donc l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France, et vous voyez que tous ont des courbes qui descendent. Les courbes sont des courbes, pour les statisticiens, de régression linéaire. Donc, on a regardé les chiffres des contaminations de chaque jour, et on les compare aux dates observées, et on voit que ça baisse régulièrement, puisqu'en gros, vers le 17 avril, on avait, par exemple, en Espagne, de l'ordre de 5 à 6 000 contaminations jour, et qu'au 6 mai, on arrive à environ 1000. Ça est passé de 5 à 1. Et pareil, en Italie, à moindre degré, mais ça chute. En Espagne, en Allemagne, c'est pareil. Il n'y a guère que la Belgique qui descend lentement, mais elle est aussi sur le déclin. Donc, rassurons la population. On a la preuve par l'OMS et sur l'Europe, sur nos pays, que ça baisse. Alors, aux Pays-Bas, parce que souvent on entend dire, les gens qui n'ont pas pris des mesures drastiques comme la France, ils s'exposent à une seconde vague diabolique, ils vont voir ce qu'ils vont voir, ça va être terrible. Les Pays-Bas ont fait presque rien comme mesure. Ils ont dit simplement à la population, quand vous êtes malade, restez chez vous. Et voilà leurs chiffres. Ils chutent encore plus vite que les autres. Hein. Donc, c'est bien le virus lui-même qui devient de moins en moins dangereux pour la population et non pas les mesures qui ont permis de les diminuer. Cette virulence, on en a parlé tout à l'heure, elle est très probablement liée également au virus lui-même qui est
là aussi très probablement un virus fabriqué, comme le professeur Montagnier l'a largement expliqué, et d'autres virologues à l'étranger. Et il semble que ce virus, dans la mesure où il était de fabrication humaine relativement, et qu'il n'a pas la résistance des virus habituels qui existent depuis des milliards d'années, il est un petit peu mal à se défendre contre ces virus qui, eux, sont plus solides et que donc, effectivement, sa virulence en plus diminue. Donc, il y en a qui disent, de toute façon, ça va devenir un petit rhume et qu'on a effectivement du mal à le différencier, même dans les tests actuellement, avec les autres coronavirus, d'ailleurs, qui dans les tests, donnent à peu près les mêmes résultats. Donc, vraiment, tous les éléments sont là pour que la population se rassure. Seul élément qui manque, c'est que les médias ne veulent pas donner tous ces éléments-là et dire qu'en particulier, les enfants non plus ne sont pas contagieux. Donc, c'est capital. Est-ce qu'on parle éventuellement de l'école là? Parce qu'effectivement, une des raisons pour lesquelles on a voulu absolument faire le maximum et d'articles et de vidéos pour rassurer les gens, c'est que manifestement, on a vu que la population globale, je crois qu'il y avait 80% des gens qui ne voulaient vraiment pas remettre les enfants à l'école, alors que j'insiste là-dessus, c'est capital pour les enfants, pas seulement pour la scolarité dont on a dit, de toute façon, pour 6 semaines ou 2 mois, ils peuvent s'en passer. C'est capital aussi pour cette scolarité tout de même, mais également pour l'épanouissement, de retrouver ses professeurs, son environnement, ses copains. Il n'est pas normal à 10 ans ou à 15 ans de n'avoir de relations qu'avec ses parents. On connaît l'importance des relations des ados pour se structurer, pour s'épanouir, d'avoir des relations avec leurs copains. Et cette période de 2 mois a au moins fait la preuve que le contact virtuel ne suffit pas, puisque bon, ils ont tous eu, enfin, grande majorité ont eu quand même le moyen de se parler par vidéo, mais ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment capital que les gosses puissent retrouver leur milieu scolaire et il n'y a aucune raison scientifique vraie, valable de leur interdire puisqu'il n'y a aucune contamination. Il y a eu plus de 3 500 000 contaminés sur lesquels on n'a jamais trouvé, en tout cas la preuve dans la littérature internationale médicale qu'on trouve sur les banques de données officielles, on n'a trouvé aucun cas de contamination d'un adulte par un enfant, ni d'un enfant par un autre enfant. Les enfants, font exceptionnellement une maladie, de toute façon, quand ils la font, elle est extrêmement bénigne, et de toute façon, on ne contamine pas. C'est effectivement ce qu'on aurait attendu que notre ministre ou notre président dise à la télé pour enfin rassurer les patients, puisqu'ils les avaient désinformés au début. Volontairement ou pas, on ne va pas savoir. Ils avaient pris le modèle de la grippe saisonnière, dans lequel, effectivement, les enfants contaminent les grands-parents ou les adultes. Mais ce n'est pas une grippe saisonnière, justement. On a voulu tellement nous expliquer que c'était différent et plus méchant. Mais en fait, non, pour ce qui est de la contamination, c'était plus gentil. Donc, il n'y a aucune contamination des enfants par d'autres enfants, des adultes par les enfants. C'est vraiment démontré et tous les Américains cette nuit ont insisté aussi parce qu'il y a le même cinéma à New York on va bien trouver un gamin qui va être malade. Non, vraiment non. D'abord, en plus, ils sont pas malades. Ils sont vraiment pas malades. Toutes les tentatives avec le Kawasaki il y a 3 semaines, là, qui est une petétique maladie pédiatrique qu'on connaît bien, ont démontré que ce n'était pas en rapport direct avec le Covid. Bon, éventuellement, on pouvait trouver un test positif chez la moitié d'entre eux, mais dont on ne connaît pas trop la valeur non plus. Mais ce n'était pas un rapport. Donc, on essaye tous les 3 jours de nous trouver 3 enfants qui, quelque part dans le monde, auraient été malades à cause du Covid. De toute façon, la grande extrême majorité des gens, il y a 12 millions d'enfants qui doivent retourner à l'école. Il faut absolument leur laisser cette école. Alors, deuxième point sur l'école, c'est qu'évidemment, comme le conseil scientifique n'avait pas du tout envie de rouvrir les écoles, n'avait pas du tout envie d'arrêter la panique, puisque c'est leur business, eux, d'essayer de nous convaincre qu'il faut faire des vaccins qu'on aura un jour, et jusque-là, rester vraiment très, très vigilant, bien alimenter la peur. Eh bien, ce conseil scientifique a mis des mesures absolument ubuesques, inapplicables, qui étaient manifestement, même je l'ai entendu même sur CNews, il fallait vraiment que ça soit net, manifestement non pas faites pour protéger les enfants, mais pour oui, enfin, puis pseudo-entretenir les mères, etc. Enfin, en gros, pour empêcher que les enfants aillent à l'école et que tous ceux qui pouvaient les garder, les gardent. Ce qui est une honte absolue, parce que franchement,
moi, je veux bien qu'ils nous disent c'est pas important d'aller à l'école. Eh bien, non, ils ont tort. C'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de violences. On a parlé des violences aux femmes, mais il y a aussi des violences faites aux enfants en restant à la maison. Il y a aussi des enfants qui ont battu leurs parents. Il y a des enfants qui font des bouffées délirantes et des adultes aussi. Il y a des phobies scolaires qui sont en train de s'installer. Et ça, les profs qui regardent un petit peu de façon raisonnable la situation disent c'est impératif qu'ils retournent à l'école. Ce n'est pas négligeable d'aller à l'école. Je veux dire, même si on se dit, ah, ben moi, je veux leur apprendre ce qu'ils auront appris à l'école pendant un mois de nuit, peut-être ils arriveront à leur apprendre les tables de multiplication. Mais la phobie scolaire qu'ils engagent pour l'avenir, et les psychiatres expliquent bien que même ceux qui apparemment, et c'est valable pour les adultes, ont bien supporté le confinement, qui était dans des conditions meilleures que d'autres, parce qu'il y en a, ça a vraiment dû être une catastrophe absolue, mais même ceux-là, même ceux qui ont l'air d'aller bien, ils peuvent déclencher des crises d'angoisse dans les 8 jours, 15 jours, mais également à long terme. C'est-à-dire que dans 10 ans ou 15 ans, à l'occasion d'un problème personnel qu'ils auront, ils peuvent déclencher des graves décompensations psychiatriques. Donc, il faut vraiment que les parents ne considèrent pas que l'école, c'est que l'école et que je peux leur apprendre à compter. Oui, on peut leur apprendre à compter. Par contre, l'école, c'est pas que l'école, c'est tout un environnement, c'est un rapport prof, étudiants, profs, bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est l'apprentissage de la socialisation. C'est capital. Et, essentiel. Bon, et donc vraiment, il faut. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les profs, maintenant, bon, ça a un petit peu évolué quand même. C'est vrai que les parents disent, ah bah oui, mais avec ces mesures, je ne peux pas les emmener. Je suis d'accord avec eux. Mais là, il fallait qu'un grand mouvement s'élève pour dire ces mesures sont aberrantes, sont ubuesques, ne les faisons pas. Et il y a quand même des mamans qui finalement se sont dit on va faire quelque chose. Elles ont lancé une pétition sur mesopinions.com en disant que l'ouverture des écoles doit avoir lieu parce que c'est nécessaire à la santé mentale des enfants et à leur scolarité, qu'il n'y a aucun risque sanitaire. Seul, bon, tant que l'épidémie ne sera pas complètement déclarée, officiellement fermée, eh ben, les profs, donc, et les profs et tous les adultes qui travaillent à les écoles mettent un masque, pointe à la ligne. Les enfants n'ont pas besoin de masque. Tous les pédiatres et les sociétés de pédiatrie l'ont dit, on l'a écrit, c'est important. Les enfants n'ont pas besoin de mesures de distanciation. Évidemment, on veut qu'ils rentrent à l'école, c'est pas pour se tenir à 2 mètres les uns des autres. Il faut qu'ils s'embrassent, il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils se battent, faut je sais pas ce qu'ils fassent, tout ce qu'on fait dans les cours d'école. Et c'est capital, mais il faut que les gens arrivent à accepter l'idée que c'est vrai qu'il n'y a pas de risque pour l'enfant. Et alors, je lisais encore, je crois, ce matin, ah oui, mais les médecins sont contradictoires. Non, écoutez, les médecins, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, ou les adultes, ils prennent leur ordinateur, puisqu'ils ont fait ça pendant 2 mois, ils vont sur les données internationales s'ils ne veulent pas nous croire. Hein, et donc, c'est sur le site de PUB-MED. Et puis, PUB-MED, c'est le site du National. Bon, je vous donnerai la référence, je vais la mettre en bas, ça sera mieux. Et c'est la banque de données internationales sur lesquelles tous les médecins et médecins au sens large, hein, c'est-à-dire tout le monde de la santé met ses publications. Donc, ils ont qu'à y aller eux-mêmes s'ils ne veulent pas nous croire. Mais il faut vraiment… Bon, on a fait ce travail, on l'a publié 2-3 fois. Il y a d'autres gens qui l'ont fait, qui l'ont dit, qui l'ont publié. Pour que les sociétés de pédiatrie s'engagent autant, c'est que c'est quand même très clair. Hein. Donc, vraiment, n'ayez pas peur. Mettez vos enfants à l'école et battez-vous pour supprimer ces mesures de distanciation délirantes. Donc, éventuellement, signez la pétition de Mme Lynn Patras, qui est sur mesopinions.com. Ça, c'est important. Et puis, faites-en d'autres, je ne sais pas, faites des pétitions auprès de votre mère, expliquez à votre mère qu'il n'y a pas de danger, parce qu'en fait, bon, sur CNews, ils ont le culot de dire, oh, mais ces mesures ne sont pas obligatoires, ils n'ont qu'à pas les respecter. Bah, qu'ils ne les respectent pas, mais qu'ils sachent qu'ils n'ont aucun risque. Hein. Après, bon, c'est leur problème juridique avec l'État, moi, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a aucun risque de ne pas respecter ces mesures de confinement, de confinement quand même, parce que quand on met les gamins à 2 mètres les uns des autres, franchement, on n'est pas en Chine. Alors, ils ont osé publier une photo des Chinois, là, qui étaient des petits Chinois, qui étaient chacun dans leur cage, mais enfin, on n'est pas en Chine. Et le système chinois, jusqu'à il y a 2 mois, on disait tous que c'était inadmissible, même nos télés.
et brutalement, c'est devenu le modèle. C'est insupportable. Alors moi, je voudrais simplement commenter cette diapositive. Non seulement le fait de l'envoyer les enfants à l'école n'est pas dangereux pour les enfants, mais n'est pas non plus dangereux pour les adultes, puisque la mortalité globale dans la population est plus faible quand on laisse aller les enfants à l'école que le contraire. Nous avons un pays qui, depuis le début, n'a jamais interrompu l'école, c'est la Suède. Et la Suède fait beaucoup mieux que nous en termes de survie, puisqu'elle a un taux de mortalité qui est un tiers plus faible que celui de la France. Donc le retour à l'école ne risque pas d'être suivi d'une augmentation de la mortalité, mais plutôt le contraire. Bon, donc il n'y a vraiment aucune raison. Alors, pour les gens qui ont encore peur, il faut leur dire que non seulement l'épidémie se calme, mais on a quand même un traitement, et je vais aborder le problème de la chloroquine, qui est effectivement un problème qui a été scandaleux, un médicament qui a été scandaleusement traité de tous les noms et de tous les vices, sans argument scientifique vrai. Alors, comme vous l'avez rappelé, la très grande majorité des médecins du monde utilisent la chloroquine et sont convaincus de son efficacité. Évidemment, les médecins qui sont aux ordres des laboratoires, qui sont des représentants de commerce, comme on a un très bel échantillon dans notre soi-disant comité scientifique, disent le contraire, puisqu'ils ne veulent surtout pas, leur but c'est pas de chloroquine, mais nos médicaments bien plus chers, même s'ils sont inefficaces. Alors, donc là, c'est l'opinion des médecins. Hein. Donc, 83% des médecins italiens ont donné la chloroquine. Et vous avez vu tout à l'heure la courbe montrant la différence avant et après la chloroquine en Italie. Si l'Italie est enfin sur le bon chemin, alors qu'au début, elle caracolait en tête des mortalités, c'est depuis qu'elle utilise la chloroquine. En Espagne aussi, devant l'échec du confinement brutal, ils ont utilisé la chloroquine. Les 3/4 des médecins espagnols ont utilisé la chloroquine. Et en Chine, il y a quand même la moitié des médecins. En France, même si l'ordre s'y oppose de manière par tous les moyens, la moitié des médecins ont utilisé la chloroquine. Il faut quand même le rappeler alors, à vos téléspectateurs, c'est que par exemple, l'armée, les hôpitaux de l'armée ont la chloroquine à disposition, à tel point que Madame Buzyn, qui a quand même été celle qui a signé le décret on a arrêté en 20 janvier en interdisant de fait la prescription de la chloroquine par les médecins généralistes, alors que ce médicament, rappelons-le pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, que ça fait quand même 70 ans que ce médicament était en vente libre en France, qu'il y avait des millions et des milliards, il y a au moins 1 milliard de gens dans le monde qui en ont pris, mais en France, il y a eu des millions de gens qui, à l'occasion d'un voyage en Afrique, etc., en prenaient sans aucun inconvénient, et on leur disait pas, faites un électro, tout ça. Bon, qu'on fasse, dans le cadre chez un malade, un électrocardiogramme et qu'on regarde si son potassium est bon, c'est très bien, ça rassure tout le monde et ça gêne personne. Par contre, qu'on interdise aux médecins généralistes de donner la chloroquine est quand même une aberration, et l'aberration suprême, c'est quand même qu'apparemment, ils ont réussi à convaincre un certain nombre de médecins traitants, ou à moins que ce soit des bots sur Internet qui arrivent à dire « oh, ouais, il y a des dangers, etc. » Alors, rappelons quand même, à cet égard, que l'ancien président de la NSM, de l'Agence du médicament française, c'était le professeur Maranachi, a dit clairement qu'il fallait suivre ce que disait le professeur Raoult, c'est quand même une sommité, le professeur Maranachi, honnête, il a quitté la NSM parce qu'il avait du mal à ce que les médecins déclarent tout leur lien d'intérêt, que le précédent patron de la Haute Autorité de Santé, qui est le professeur Arousseau, a également soutenu, évidemment, le professeur Raoult. D'ailleurs, ça me fait évidemment le professeur Perron, qui a fait beaucoup de vidéos, qui est le patron d'infectiologie de l'hôpital de Garches. Mais franchement, ça me fait toujours drôle de dire qu'ils soutiennent Raoult, parce que c'est une telle évidence, et puis les vidéos de M. Raoult sont quand même extrêmement explicites, ces démonstrations sont explicites, et puis surtout le plus explicite, pour qui ne croit rien, c'est qu'il n'y a pas de mort dans la région PACA. Donc quand même, je ne sais pas, moi, ce qu'il leur faut aux gens, parce que les gens qui habitent la région PACA n'ont pas été triés tout de même pour que le professeur Raoult ait de bons résultats. Donc vraiment, le bon sens devrait revenir en France, non seulement aux médecins, mais quand même aussi aux citoyens, et qu'ils arrivent à voir que ce qu'on leur raconte sur BFM TV, quand même, souvent, est quand même insupportable, leur simple bon sens. Qu'ils reviennent au bon sens, les médecins ont perdu le bon sens, ça c'est clair,
on leur a lavé le cerveau pendant 15 ans. Et bon, il y en a un certain nombre qui ont fait beaucoup d'efforts pour revenir à la logique et aux soins tout bêtement du malade. Mais là, ils sont vraiment, c'est une honte parce qu'il y a une pression pas possible. Hein. Les médecins, vous vous rendez compte que les médecins lorrains, là, ils sont quand même poursuivis par le Conseil de l'Ordre. Bon, j'espère que quand même l'Union populaire pour les défendre et des millions de pétitions seront réalisées si besoin pour faire reculer l'ordre. Mais qu'est-ce que c'est que cet ordre des médecins qui interdit aux médecins de prescrire, comme vous le disiez, et qui dit prenez du Doliprane et puis attendez de crever tranquille. Non, mais on n'est plus en France, c'est plus le serment d'Hippocrate, c'est pas possible. Alors là, vous avez la courbe qui montre le début de l'épidémie, les 21 premiers jours dans les pays après le premier décès constaté dans ce pays du fait du Covid. Donc vous voyez à l'époque, l'Espagne et l'Italie n'utilisaient pas la chloroquine. Vous avez leur mortalité, l'évolution de leur mortalité durant les 21 jours qu'on suivit. Et à l'opposé, le Maroc ou le roi du Maroc a dit lui-même il faut utiliser de la chloroquine. Vous comprenez ? Et l'Algérie, où ce sont les médecins qui globalement se sont mis à la chloroquine et ont quand même vraiment couper l'épidémie et en tout cas la mortalité d'épidémie, ce qui nous intéresse bien entendu le plus. Hein, et ils sont tout en bas. Alors, il n'y a pas que l'Algérie et le Maroc qui utilisaient la chloroquine, et puis secondairement l'Espagne et l'Italie, mais beaucoup de pays qui sont essentiellement les pays d'Afrique subsaharienne et qui sont en pays d'endémie du palu. Et pour éviter le paludisme, leur population, dans sa grande majorité, prend de la chloroquine. Alors là, vous avez une étude qui est parue, hein, je vous ai mis qui est parue, qui a été faite par un membre de l'école des hautes études sanitaires en France, à Paris. Et il a comparé sur l'ensemble du monde les pays avec chloroquine et sans chloroquine. Et vous avez là les courbes de survie. Et vous voyez que sans chloroquine, on a vraiment des courbes qui sont sensiblement les mêmes que celles qu'on a observées précédemment, mais qui, là, intègrent la totalité de l'Afrique, enfin la totalité des pays qui utilisent de manière courante la chloroquine. Donc, ce genre de choses est quand même tout à fait caractéristique. Alors, au-delà, vous avez la courbe en Italie, que je vous avais montré déjà, où bien sûr, avant la chloroquine, les décès augmentaient, les décès journaliers quotidiennement, ce sont les chiffres de l'OMS, hein, sortis donc de l'OMS Situation Report, entre le numéro 65 et le 102, donc sur les dates simplement considérées. Vous voyez qu'avant la chloroquine, la mortalité en Italie était hors de contrôle, elle augmentait chaque jour. Et qu'à partir du moment où ça a commencé à Rome, où les médecins à Rome se sont mis à distribuer la chloroquine, on a vu le nombre de décès diminuer. Et puis lorsque enfin la chloroquine a été distribuée dans le nord de l'Italie, l'Italie a repris la barre, a repris le contrôle de l'épidémie. Et c'est pour ça qu'elle est maintenant dans le concert des nations qui va beaucoup mieux. Les Lombards, en Lombardie, les pharmacies distribuent gratuitement la chloroquine dans les pharmacies pour que les gens les prennent à la maison. Bon, au stade là, je crois qu'il faudrait qu'on fasse le point. Hein. Donc, le confinement général n'a pas servi à garder des vies, bien au contraire. On en a perdu plus dans les pays confinés. Deuxièmement, les enfants et les jeunes ne risquent rien, il faut se rassurer. Troisièmement, pour ceux qui ne sont pas complètement rassurés, il y a la chloroquine, il y a les antibiotiques. Il faut simplement que quand ils se mettent à tousser, ils n'écoutent pas ce qu'on leur a raconté il y a 2 mois, c'était rester chez vous, et qu'au contraire, ils aillent voir leur médecin et qu'ils essaient d'avoir au moins des antibiotiques qui, pour quand même la majorité d'entre eux, va suffire sur cette petite pneumonie, petite virus qui est devenue bactérienne et moins méchante. Mais il faut qu'ils se traitent et il faut qu'ils voient un médecin. S'il y a encore des médecins aujourd'hui qui refusent, effectivement, ils changent de médecin puis ils sauront quel médecin ne plus aller voir ensuite. Je crois qu'à ce stade, il faut quand même qu'on insiste sur les conséquences dramatiques chez les autres malades. Et pourquoi je veux insister là-dessus? Parce que justement, je crois qu'il faut obtenir, alors j'ai dit pour les écoles, la pétition pour les écoles, mais je crois qu'il faut que ça soit un mouvement plus large qui demande un déconfinement global, immédiat, avec réouverture des cafés ailleurs qui n'ont jamais été fermés aux Pays-Bas ou en Suède. Et donc, urgence d'un déconfinement vrai et complet, et en particulier sur le plan sanitaire. Donc, sur le plan économique, je pense que d'autres l'auront bien fait, mais écoutez, il faut quand même que les gens sachent que, bon, j'ai parlé tout à l'heure des séquelles psychiatriques qui pourraient exister, mais quand même, pendant ce temps-là, et sûrement qu'il y a un certain nombre de gens qui nous écoutent qui auront des exemples auprès d'eux, hein. On a vu la moitié d'infarctus, la moitié d'embolie pulmonaire, etc. dans les hôpitaux. Bon,
il est clair que les embolies pulmonaires, en plus, c'est des problèmes de vaisseau et manifestement le Covid a pu c'est finalement donné beaucoup de problèmes de ce type-là. Ils ont été tous classés Covid. Mais indépendamment, il y a effectivement une évolution des pathologies abandonnées. Les cancérologues, moi j'ai eu plein de mails de patients affolés parce que j'ai un cancer du côlon, mais on me dit qu'il faut attendre, ou alors je devais être opérée dans 8 jours, mais on me dit qu'il faut attendre, je suis annulée, et puis on me dit allez voir le radiothérapeute, faire des rayons. En fait, on ne fait pas des traitements à la carte. Que pendant 50 ans, on a vraiment essayé de faire des traitements qui s'amélioraient, qui étaient bien, qui visaient telle ou telle personne. Et le pire de l'affaire, c'est que alors c'est là où je pense qu'il faut qu'il y ait un deuxième mouvement populaire de type pétition ou autre, qui réclame l'ouverture immédiate et le droit des chirurgiens à opérer. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, les chirurgiens ont toujours leurs lits bloqués depuis 2 mois. Ils ont été bloqués, soi-disant, pour donner de la place aux futurs malades du Covid. Les lits sont restés vides, comme tout le monde le sait quand même un peu maintenant. Mais ils n'ont toujours pas, à la date d'aujourd'hui, le droit d'opérer. Donc, il faut lever l'interdiction des cliniques de travailler normalement et des services hospitaliers, parce que cette privation de droit, elle a été faite partout. Alors là, moi, comme chirurgien cancérologue, je suis dans une rage noire. J'ai vu que certaines agences régionales de santé ont prétendu qu'il fallait traiter les cancers du poumon, les petits cancers du poumon facilement opérables, par radiothérapie. C'est un scandale, c'est un scandale. Des gens qui ne sont même pas des médecins, qui ne connaissent rien à la cancérologie, qui n'ont jamais traité un malade de cancérologie, se permettent de dire au maître de l'art, en quelque sorte, quel est le bon traitement. Et c'est une perte de chance indiscutable pour les malades qui n'ont pas été opérés. De la même manière, prétendre qu'il faut irradier les cancers du côlon, c'est scandaleux. Rien dans la littérature médicale ne montre que la radiothérapie est supérieure à la chirurgie dans les cancers du côlon. C'est vraiment faire une perte de chance considérable de ces malades. Alors peut-être qu'un jour, enfin, des familles de gens qui sont morts parce qu'on ne les a pas opérés porteront plainte contre les ARS. Mais ça s'arrête maintenant. Donc vraiment, je dis, et j'ai aussi dans mes mails, une personne avec un petit cancer du sein lui dit « Oh, c'est pas grave, attendez, allez voir votre radiothérapeute, attendez », alors que c'est une indication typique de chirurgie. Donc là, il y a vraiment des pertes de chances de survie en cancérologie considérables, actuelles, et qui sont totalement injustifiées, puisqu'il n'y a aucune raison d'empêcher les chirurgiens des cliniques privées d'opérer les malades qui en ont besoin, et dans les hôpitaux publics, puisqu'on a pratiquement, en clinique privée, il n'y a jamais eu de malade envoyé, et jamais eu de respirateurs utilisés, alors qu'ils sont réquisitionnés, que les respirateurs sont tout seuls dans les salles d'opération vides, et qu'on a même mis au chômage toutes les infirmières. C'est d'un ridicule total. On a fermé, quoi. Lorsque j'ai lu un rapport soi-disant des hautes études sanitaires prétendant que le confinement aurait sauvé quelques Français en France, c'est un mensonge total. C'est la comparaison de ce qu'on a eu comme mort par rapport aux morts qu'on aurait peut-être eu d'après un modèle. Alors le modèle, vous savez, on joue avec l'ordinateur, on donne des hypothèses fausses, grâce à quoi on obtient les résultats qu'on veut. Et donc, dans ce modèle, ils ont dit on a sauvé 60 000 Français. C'est totalement faux. Lorsqu'on ramène la mortalité en France par rapport à la mortalité, par exemple, en Suède, où ils n'ont rien fait, pratiquement, ils n'ont rien fait d'obligatoire, eh bien, il y a eu 10 000 morts de moins rapportés aux populations. On aurait eu 10 000 morts de moins. Et si on avait fait les mesures en Allemagne, on aurait eu 15 000 morts de moins. Donc, vraiment, le plan blanc est une horreur. Il faut absolument libérer dès maintenant et immédiatement. Voilà, il faut absolument parler d'avenir. Et l'avenir, c'est à partir d'aujourd'hui, il faut que les enfants aient l'école. Et 2, il faut que les cliniques et les hôpitaux publics aient le droit de faire leur travail normal, que les autres pathologies soient prises en charge normalement. Et en particulier, effectivement, que le privé ait le droit d'opérer. Mais je pense que le privé dans le public, la chirurgie dans le public n'a pas non plus pu travailler, puisque tout était bloqué. Les internes de Tenon avaient publié un petit papier en disant on s'ennuie, on voit rien. Bon, c'est bien beau le fait qu'on a plus 3 Covid, mais on n'apprend rien. Et donc, c'est capital qu'on répercute un petit peu la demande des chirurgiens du bloc. Oui. Le bloc, c'est un syndicat, mais les autres syndicats ont fait pareil. Il y a un communiqué qui a été émis avant-hier soir de Gougeot-Beauchamp, je vous redonnerai le détail. Ce communiqué qui demande l'ouverture immédiate
du droit de travailler, du droit de soigner les patients qui attendent. Les gens, ils ont au téléphone à l'heure de temps, vous m'opérez quand? Donc, il faut que ce droit soit rétabli lundi, pas dans 6 mois, pas dans 8 jours. Lundi, c'est très, très important qu'on passe ce message et que les gens le sachent. Et bon, effectivement, ils peuvent aussi, là, il y a peut-être des pétitions qui vont sortir, je ne sais pas, mais il faut vraiment qu'on insiste ou que les gens téléphonent à leurs députés, à leurs sénateurs dans leur coin qui répercutent ce message auprès du gouvernement. Il va y avoir des morts maintenant, en déconfinement. Il y a déjà eu des morts, il y en aura encore plus. Non, mais maintenant, bien qu'on soit déconfiné, il y aura des morts puisqu'on ne sera pas vraiment déconfiné, puisque les gens n'ont pas le droit de se faire soigner normalement. C'est hallucinant. On leur dit allez en consultation. Mais d'accord, allez en consultation et ça va servir à quoi si vous avez une grosse tumeur dans le vide et qu'il faut l'enlever. Donc vraiment, c'est important de relayer ce message du bloc. Il y a une urgence. Il y a une urgence sanitaire qui est de permettre aux médecins et aux chirurgiens de travailler. Ça devrait être évident d'ailleurs, mais enfin bon, c'est hallucinant. Hein, Alors, il y a un argument qu'ils disent d'ailleurs très bien, qui disent quand on nous a demandé de fermer, en 24 heures, on a fermé. Donc, ils disent, bon, votre deuxième vague, etc., c'est bien de faire le cinéma là-dessus. Bon, bah, admettons que c'est une deuxième vague, on est capable de refaire la même chose. Donc, entre-temps, pourquoi on ne peut pas opérer? Vous voyez, c'est quand même capital, ça. Vraiment, je crois qu'il faut vraiment faire passer ce message aux gens, parce que là, ils sont désespérés. Alors, comme d'habitude, ils pleurent individuellement. On a, bon, les mails et tout ça, c'est sympathique, on console, mais il faut une démarche populaire large. Merci pour eux. Et active. Sauvons les gens qui ont des cancers, sauvons qui ont besoin d'être opérés, sauvons les gens qui ont d'autres pathologies cardiaques qu'il faut aussi opérer. Sauvons tous ces gens-là en permettant aux chirurgiens d'opérer. Il y a quand même des gens qui ont des douleurs, je sais pas, des canaux carpiens qui font mal, je ne sais quoi. Qui peuvent être paralysés parce qu'on ne les a pas opérés à temps. Donc là aussi, il faut absolument qu'on permette aux médecins de faire leur métier, d'opérer, sans que les ARS, qui n'ont aucune compétence en la matière, sauf un pouvoir de nuisance colossal depuis la loi de santé de Marisol Touraine, hein, qui a dit que c'est le gouvernement qui décidait des soins. C'est quand même ridicule. Ils viennent de l'appliquer en Covid et on voit le dégât. Il faut préciser qu'effectivement, pendant toute cette période et même maintenant, là où on prévoit le déconfinement, les chirurgiens avaient donc droit théoriquement de faire les urgences, mais ces urgences n'étaient pas décidées par le caractère urgent, tout exactement, n'était ni décidé par le patient ni par le chirurgien. C'est l'ARS qui contrôlait que ce qu'on avait opéré était bien une urgence tout de même. Et il compte faire ça aussi là pour la réouverture. C'est invraisemblable. Ça on pourra peut-être en reparler une autre fois. Il va falloir qu'on sorte de cette bureaucratie qui a tué la médecine depuis 20 ans. Et qui tue les Français actuellement. Et qui tue les Français, mais on a tué aussi, mais on a tué aussi beaucoup depuis la mise en place du plan cancer, depuis 2003, depuis la perte de la liberté de soigner. J'ai vu que vous avez parlé du droit de soigner, mais c'est capital. Mais il ne faut pas que ce soit que pour la chloroquine. Il va falloir qu'un jour, les médecins en exercice retrouvent leur droit de soigner, c'est-à-dire le droit de donner aux patients le meilleur soin possible en fonction des données actuelles de la science. C'était la Remercier de 1936 et ça devrait être toujours valable, mais là, ça a été complètement piétiné, mise en place des agences régionales d'hospitalisation en 96, transformées et aggravées par la loi de Mme Bachelot en 2008, qui sont devenues les agences régionales de santé, qui ont un pouvoir dictatorial absolu. Je ne sais pas si vous avez vu quand même cette espèce de truc absolument fabuleux. Le président de la République finit par quand même dire un jour à la télé, oui, d'accord, c'est le 13 avril, quelque chose comme ça, les personnes âgées devraient avoir droit à une visite quand même, à des visites, hein, d'accord ? Faut plus les laisser au mitard. Faut pas les laisser au mitard. Alors, bon, grand cinéma, on va aller voir sa grand-mère de 98 ans sans avoir le droit de l'embrasser. Mais enfin, vous avez le droit de rentrer dans la même pièce qu'elle. Eh bien non, figurez-vous qu'il y a eu énormément d'EHPAD qui ont eu l'interdiction, qui n'ont pas eu plus exactement l'autorisation de mettre en place cet ordre, je comprends bien, du président de la République. C'est quand même invraisemblable. Même lui n'arrive pas à avoir une action sur les ARS. Les ARS, c'est vraiment des petits dictateurs partout et c'est insupportable. Il faudra qu'on reparle de ce point. Eh bien, on en reparlera. Nous, avant cette crise, effectivement, on n'était pas au courant de tout ça. Hein. On a mal suivi cette affaire. Là, maintenant… mal suivi. C'est vrai qu'on essayait de se battre et que
Très honnêtement, par exemple, les enfants atteints de cancer, il y a eu beaucoup de bagarres avec l'association Améthyste, AMTIST par exemple, mais que effectivement, le sort de 2000 enfants cancéreux, finalement, n'a pas tellement intéressé les gens, parce que ça n'arrive qu'aux autres, parce que, oh là là, on ne va pas penser à ça, c'est trop tragique. Bon, enfin, on peut trouver toutes les excuses qu'on veut, mais en plus, ça a touché quand même, les 450 000 cancéreux, ils étaient touchés. Mais là, ils ne s'en apercevaient pas trop. Pourquoi? Parce que on va vous donner les nouveaux médicaments, on va vous donner l'immunothérapie. Vous savez, c'est invraisemblable. Il y a quand même des gens qui nous envoient des mails pour dire on propose tel vieux médicament, mais moi je voudrais l'immunothérapie. Je leur dis non, vous avez une chance inouïe qu'on ne vous propose pas les nouveaux médicaments qui ne sont pas démontrés efficaces, alors que celui qu'on vous propose là, ça a un effet. Mais bon, on les a là aussi bien conditionnés. Je dois dire que ça a été une de grandes tristesses quand on a écrit notre livre Soigner ou obéir, il y a quelques années. C'est celui qui a intéressé le moins les gens. Ah oui, ça a été terrible. Lorsqu'on a parlé des drogues inutiles et dangereuses et hors de prix dans le cancer, ça a intéressé beaucoup plus de gens. Mais le principe de base de soigner ou obéir, qui est là illustré de manière caricaturale par la crise du Covid, ça n'a pas intéressé. Oui. Donc vraiment, on avait déjà tout dit. Et personne ne nous a cru, ça n'intéressait personne. Bon. Et d'autres l'avaient dit, mais ils ont été aussi peu écoutés que nous. Il y avait quand même le professeur Even dès 2003 qui avait publié un bouquin avec Dobret qui s'appelait Avertissement aux malades, aux citoyens et aux responsables, et aux élus. Et là, rien. Effectivement, Soigner obéir, on l'avait écrit juste avant la présidentielle. On s'est dit quand même, peut-être qu'on va pouvoir. D'abord, peut-être que les politiques pourraient prendre ce domaine en charge. Ça n'aurait pas été aberrant. Il me semble qu'un député qui aurait voulu un petit peu monter dans la hiérarchie, qui aurait pris en charge le problème de la santé en disant c'est pas possible, on a fermé tant de lits, 100 000 lits depuis 2000, quoi, en gros. Alors là, maintenant, on fixe sur les 3 derniers milliers, ce qui est un scandale aussi, d'accord, mais ça fait quand même 20 ans. Donc, il va falloir qu'un jour, les politiques prennent en charge ça, sinon, on n'en sortira pas. Mais pour que les politiques prennent en charge, il faut aussi que les citoyens réclament qu'on prenne ça en charge. Et qui n'oublie pas dans, on va dire, 2 mois, parce que là, le temps que les séquelles, effectivement, les gens soient soignés, mais bon, le risque, c'est que effectivement, on retombe dans notre somnolence. Non, parce que, bon, je ne sais pas si vous savez, mais on a quand même lancé une action collective qui a déjà maintenant dépassé les 25 000 signatures avec des avocats sur le droit de prescrire pour les médecins. Oui, j'ai vu ça, mais… Je pense qu'on va effectivement mener une deuxième action de ce que vous nous dites là sur le rôle quasi… moi, j'ai l'impression d'entendre des descriptions de l'ancien parti communiste soviétique sur la RS, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Oui, non, je pense que le modèle n'est effectivement pas le modèle soviétique, c'est le modèle chinois. C'est-à-dire nous avons la dictature soviétique, mais au bénéfice de la grande finance internationale. Alors que les soviétiques étaient inefficaces, mais c'était pas au service de la grande finance internationale. Les Chinois ont apporté cet élément moderne. De leur élite, oui, mais c'était au bénéfice de leur élite. C'était pas de la finance internationale. Alors que les Chinois ont fait ça, dictature au profit de la finance internationale. Et en particulier des Big Pharma en l'occurrence. Et c'est pour ça qu'ils ont ôté le droit de soigner, ils ont voulu nous obliger à prescrire leurs produits soi-disant nouveaux, soi-disant innovants, à des prix astronomiques. Via le plan cancer, les réunions multidisciplinaires où on vous oblige à utiliser le schéma de traitement qui vient d'en haut par l'Institut national du cancer. Et l'ARS qui vous enlève l'autorisation de traiter les cancéreux si vous n'avez pas suffisamment de malades qui sont traités selon les critères de l'Institut national du cancer. C'est ça, j'ai assisté. J'ai, moi, des élèves et en chirurgie, c'est épouvantable. C'est écrit je me suis battu, toute ma vie a été faite pour éviter d'amputer inutilement les malades atteints de cancer osseux. Bon. J'ai même été traîné devant le Conseil de l'Ordre, on m'accusait d'être un charlatan. Bon. Exactement comme on menace Raoult, comme on menace ses confrères. Et là, le combat a été totalement gagné au niveau international. Tout le monde a dit que l'amputation n'apportait rien aux malades qui avaient ce genre de choses, qu'on pouvait leur garder leurs jambes. Et maintenant, nous voyons l'amputation revenir. Et pire que ça, mes élèves qui n'amputaient pas, qui sont capables de ne pas amputer, l'ARS leur interdit d'opérer les enfants.
Et donc, j'ai été obligé cette année… Il y a une petite lettre tranquille. Hein. Vous êtes docteur machin dans telle clinique, vous recevez une lettre, monsieur, vous n'avez pas le droit d'opérer les enfants de dorénavant. Moi, 18 ans, parce que du coup, les enfants, c'est jusqu'à 18 ans. Maintenant, c'est 15 ans. Ils reçoivent ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'appel. C'est une inquisition. Hein. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de raison officielle, parce que j'avais effectivement aidé quelques-uns. Peu importe, il n'y a pas de raison. Et tout allait bien, C'est quand même une chose importante. Et donc, il n'y a ni motif, c'est décidé par un non-médecin, il n'y a pas d'appel, il n'y a aucun examen public du cas. C'est vraiment la dictature absolue. Et là, cette année, on est obligé d'envoyer des malades français à l'étranger pour ne pas être amputés. Hein, récemment, et bien sûr, à leurs frais. Alors, j'espère qu'il y aura l'application des droits européens qui seront peut-être remboursés. Oui, d'accord, mais de toute façon, c'est une honte. Oui, mais ça va être les 2 ou 3 qui ont résisté, qui se sont dit quand même, c'est pas possible de couper la chambre à mon gamin, qui se sont renseignés, qui connaissaient à droite à gauche quelqu'un d'autre. Donc, non, on est en la dictature dans le médecine était mais de toute façon, cette dictature dans cette crise a été vue, puisque vous aviez des paquets de masques qui arrivaient, qui avaient été commandés pour telle région de France, et brutalement l'ARS interdisait de les donner en Bourgogne, il fallait les donner ailleurs, enfin peu importe dans quel sens ça marchait. Enfin, les ARS se sont permis. De toute façon, le pire, c'est quand même le problème de la visite des personnes âgées annoncée par Emmanuel Macron et qui est interdite par les ARS. C'est quand même tout un poème, je crois. Il n'y a peut-être pas beaucoup besoin c'est un exemple tellement énorme que vraiment, moi, je suis désespérée parce que vraiment, quand je vois à la télé ces vieux de 98 ans là qui sont dans une chambre et qui n'ont pas le droit d'être à côté de la vieille dame d'à côté qui en a 102, et qu'on dit c'est pour votre bien, mais ils n'en ont rien à faire leur bien, ils préfèrent peut-être mourir dans 2 semaines de n'importe quoi, de Covid ou de n'importe quoi d'autre, encore que ce soit un peu passé, mais ça ressemble à quoi? De quoi ils vivent les vieux dans les EHPAD, si ce n'est la visite des gens qu'ils aiment, des bénévoles, de leur kiné, parce qu'évidemment, il n'y aura plus de muscles. Hein. Maintenant, il n'y a plus de muscles là, dans les EHPAD. Ils sont tous fondus parce qu'on leur a privé quand même. On les a privés de kiné quand même. Comment on peut imaginer ça? On leur a privé de leurs orthophonistes pour ceux qu'il fallait aider à avaler. Enfin, c'est invraisemblable. Comment des gens ont pu imaginer, d'écrire la circulaire du 19 mars, que je rappelle, puisqu'on n'a pas parlé, qui disait tout de même que les gens de plus de 75 ans ne devaient pas être transférés dans les hôpitaux, ni réanimés, et que donc, quand ils se mettraient à tousser, on leur donnerait leur Doliprane chéri, là, et puis que si ça s'aggravait, il y aurait une seringue de Rivotril qui était préparée dans la chambre, sur prescription du généraliste, ce fameux généraliste qui n'a pas le droit de prescrire la chloroquine, il a le droit de prescrire, et même injonction de prescrire un médicament qui va tuer, qui est un sédatif qui ne tue pas habituellement, mais qui tue les gens en détresse respiratoire. C'est écrit clairement sur la notice, jamais donné aux personnes en détresse respiratoire. Ça les calme, mais le peu de force que vous aviez pour respirer, c'est fini, donc vous mourrez en quelques jours, 10 jours à peu près. Donc, comment on a pu écrire une circulaire pareille? Ce sont quel degré de barbarie? C'est le 19 mars, ce sont les médecins de l'ARS, il y a d'ailleurs leur nom sur la circulaire, on peut les retrouver. Je les ai heureusement pas retenus parce que des horreurs pareilles, je veux les oublier. Et puis, ça a été complété par, évidemment, le décret du 26 mars qui donnait la même chose, mais sous forme de décret, donc c'est une injonction plus forte, effectivement, ne pas soigner les gens de plus de 75 ans et ceux qui s'aggravaient, les endormir. D'où le nombre quand même tout à fait affolant de morts qu'on a eu, qui ne sont pas vraiment des morts directes du Covid, c'est des morts de gens qui n'allaient pas bien, mais d'ailleurs qui étaient suspects ou pas de Covid, c'est écrit comme ça dans la circulaire, c'est écrit suspect de Covid, c'est même pas obligé de Covid. Vous pouviez avoir une bonne banale grippe que votre médecin habituellement vous aurait soigné par des antibiotiques et vous serez encore là. Non, là on les a envoyés de Patresse avec le Rivotril. Comment on peut faire ça? Alors j'ajoute quand même, parce qu'on l'a peut-être pas dit non plus, il faudra qu'un jour on en parle avec vous ou d'autres, mais il faudra que d'autres en parlent, mais c'est important, en particulier les associations d'handicapés qui ont crié, alors aussi là dans le vide, j'ai l'impression, les handicapés à domicile ou en établissement ont été en fait aussi maltraités que les aînés, que nos aînés. Hein. Et il y a quand même, moi j'ai lu des choses invraisemblables de personnes qui sont à domicile, handicapés avec leur kiné, etc., tous les gens qui viennent s'en occuper.
Là, ils n'ont plus droit à tout ce monde-là, sauf à la limite l'aide-soignante, mais c'est une personne, mais tous les soins autour ont été supprimés brutalement parce qu'il fallait qu'ils soient confinés, n'est-ce pas, pour la sécurité. Et ces gens-là, ils ont été jusqu'à leur piquer leur bouteille d'oxygène qu'ils avaient depuis des années. Enfin, oui, qui était. Oui, ils étaient chez eux. Ils avaient leur bouteille d'oxygène. Ah, oui, mais il faut les mettre dans les services Covid parce qu'on en manque. Vous vous rendez compte? Les autistes aussi ont été complètement détraqués dans les enfants handicapés. Enfin, il paraît qu'il y a des gamins qui ont hurlé pendant des semaines. Enfin, c'est absolument terrible. Le problème des jeunes handicapés dont eux aussi on avait comme médecin l'injonction de ne pas les soigner, de ne pas les emmener en réa. Puisqu'en fait, on va les emmener en réa, les gens dont la vie vaut quelque chose. Ça nous rappelle quand même les heures sombres du pré-nazisme, parce que c'est entre les années 30 et 35 qu'on a quand même liquidé, que effectivement, Hitler a fait liquider les handicapés. Donc vraiment, on a une très très mauvaise évolution. Là, il faut qu'on se rattrape. Il faut que effectivement les associations de handicapés soient entendues et qu'on fasse cesser cette terreur et ce choix, cet eugénisme, qui est en train de s'installer en médecine avec de la complicité quand même, parce que je trouve qu'on n'a quand même pas entendu beaucoup parler de tout ça quand même. Non. Non, pas du tout. Donc, il y a quand même une complicité terrible. Donc là, il faut sortir de cette complicité, sortir de cette peur panique de perdre son boulot, parce que mes chers collègues, généralistes ou pas d'ailleurs, médecins, qui ont peur de perdre leur boulot s'ils restent éthiques, si j'ose dire, s'ils restent éthiques, à mon idée, ils vont quand même perdre beaucoup aussi leur patience. Nous, comme médecins traditionnels, on n'est pas du tout dans la médecine parallèle, et on est souvent un petit peu désespérés de voir des gens partir du système médical universitaire, quoi, si on veut, pour aller vers les médecines parallèles où là aussi on trouve tout à boire et à manger, des gens très sympathiques qui font ce qu'ils peuvent et puis aussi des gens qui utilisent, qui voient bien qu'il y a aussi un créneau à prendre et qui ont pris un créneau financier. Mais là, on les pousse. Comment voulez-vous qu'un patient normal dans sa tête accepte d'aller voir un médecin qui d'abord obéit aux injonctions du gouvernement quand il dit laissez-le tousser, obéit aux injonctions de l'ARS depuis 20 ans en disant non, pas ce médicament-là, oui d'accord il est efficace, mais moi on me dit qu'il faut mettre l'autre, je mets l'autre, et en plus accepte l'idée, éventuellement la pratique, de dénoncer pour 55 € au gouvernement, de rompre le secret médical. Mais qu'est-ce qu'ils font les citoyens normaux? Ils fuient. Donc, moi, franchement, je conseille à mes collègues, même dans leur intérêt financier, de respecter le serment d'Hippocrate, en sachant que s'ils s'unissent entre eux, ils arriveront bien à faire sauter toutes ces dérives absolument invraisemblables. Eh bien, on les aidera. Parfait, merci de les aider. Souvent sur ma chaîne, parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses. Là, je suis un peu quand même... j'ai un sentiment, j'ai l'impression de ne pas reconnaître le pays. Là. C'est un truc de fou. Ah oui, la France, berceau des droits de l'homme, et qui a pris modèle sur les Chinois totalitaires et sur l'eugénisme nazi. C'est effectivement dramatique. Ouais, nous, franchement, on a eu un bonheur fou de faire médecine on était interne en 69, on a jusque vraiment dans les années 2000, moi, quand je commençais la pédiatrie, les enfants atteints de tumeurs, ça descendait quand même, fallait les envoyer à Gustave Roussy et 2 mois après, vous aviez le faire part de décès. Bon. Et entre donc les années 70 et les années 2000, on s'est mis à guérir partout dans le monde, enfin tous les pays qui avaient les moyens en tout cas, plus de 80% des enfants atteints de cancer. Quand je dis guérir, c'est que 5 ans, 10 ans après, ils sont là, ils vous montrent leurs enfants, c'est pas des rémissions. Et là, on a une chute depuis les années 2000, vous ne pouvez pas imaginer, alors là je dis pour les enfants, mais c'était vrai pour le reste. Donc, effectivement, en 30 ans d'exercice, on a eu le bonheur, la joie de pouvoir guérir des gens avec les moyens, avec des difficultés. Une liberté. Mais on avait une liberté de prescrire, pas n'importe quoi, ce qui était effectivement éprouvé dans la littérature, mais c'est plus le cas. À tel point, je vais finir sur cette note tragique, c'est qu'on dit aux étudiants « Ah non, lisez pas les revues, plus de 3 ans, c'est ringard. » Bah ouais, oui, c'est gravissime. Effectivement, quand je dis ils ont perdu l'habitude de lire, c'est effectivement même à la fac qu'on leur dit de ne pas lire. Alors moi maintenant je leur dis mais allez voir les résultats,
des études chinoises ou américaines sur la contagion des enfants. Mais non, ils n'ont plus l'habitude de lire puisque surtout, c'est ringard. Voilà, c'est tragique et il faut remonter ça. Mais on va remonter si on trouve, si les citoyens ouvrent les yeux suite à cette crise, elle aura peut-être ça de bon. Je pense qu'il va falloir que l'on remonte. En tout cas, Nicole, Gérard, merci. Je peux vous dire que c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne et ça sera de loin pas la dernière. Merci. À se dire. Et moi, dès que cette vidéo elle est partie, je l'envoie à mon collectif d'avocats là, sur lequel il va falloir qu'ils étudient pour mener rapidement une deuxième action, parce que ce que vous avez dit là, en plus Gérard a présenté des chiffres qui viennent de l'OMS, quoi, ça vient pas de Conspiration City, donc c'est quand même assez grave tout ce qui se passe. Donc je vous remercie, je vous dis à très 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 bientôt. C'est très gentil. À Merci bientôt, de nous avoir donné la parole. Et puis merci aussi au collectif, dont je connais un certain nombre d'avocats d'ailleurs, de membres et qui se battent. Mais je crois qu'il faut que vraiment ils aient tous les éléments médicaux, hein, parce que franchement, ils sont très très sympas. Moi, je les connais pour un certain nombre, mais il faut vraiment qu'ils voient à quel point c'était difficile, hein, quand on n'est pas à l'intérieur, de voir à quel point on est descendu, quoi. Donc on va remonter tous ensemble. Merci beaucoup et au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.